Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons commencer notre point de presse de ce jour. Je voudrais préciser que le point de presse aura 2 moments. Dans un premier temps, l'abbé Donatien Joly, qui est le secrétaire général et porte-parole de la CELCO, va nous faire une communication de la CELCO sur la profanation des églises catholiques et l'attaque de la résidence du cardinal Dieudonné Ambongo hier par des incivils. Ensuite interviendra le deuxième moment. Ça sera pour vous l'occasion de poser vos questions au révérend pasteur Éric, qui est le secrétaire général et porte-parole de l'ICC, ainsi qu'à l'abbé Donatien Joly, qui est le secrétaire général et porte-parole de la CELCO. Les deux sont les représentants de ces églises à la plateforme confession religieuse. Vous leur posez donc des questions sur tout ce que vous savez sur le blocage par rapport aux représentants de cette plateforme au niveau de la CELCO. Ceci dit, nous commençons avec les premiers points. L'abbé Donat, si vous pouvez nous livrer les excuses, on commence par une courte prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, nous te remercions, te rendons grâce pour tout ce que tu sais de réaliser pour nous. Nous vous confions ces assises, que nous puissions les commencer avec toi et que nous puissions aussi les finir avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Voilà, monsieur l'abbé Donat, si vous pouvez nous livrer les messages de la CELCO sur la profanation des églises et sur l'attaque de la résidence du cardinal Ambongo. Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean 18, 23. Indignation de la CENCO face aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres du comité permanent de la CENCO, avons été peinés de lire la lettre de son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimayi, datée le 26 juillet 2021, faisant état depuis le mois d'avril 2021 des actes abominables de profanation sur les lieux de culte, paroisses, grottes mariales, hôtels, sanctuaires, etc. Actes allant jusqu'à sacraliser nos tabernacles où repose le très saint sacrement. Ce samedi 31 juillet 2021, nous avons été consternés de voir sur la toile une vidéo montrant le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, tenir des propos désobligeants à l'endroit de son éminence, le cardinal archevêque de Kinshasa, et de notre secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'Église. Juste le jour après,
ce dimanche 1er août 2021, nous avons été une fois de plus troublés par les actes de vandalisme accompagnés des injures macabres posées à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence de son éminence le cardinal par un groupe de jeunes non autrement identifiés qui, dans leur discours, ont repris certains propos du secrétaire général de l'UDPS. Notre peine est d'autant plus grande que toutes ces attaques manifestent une haine contre l'Église catholique. En effet, à cet effet, à notre connaissance, le cardinal n'a pas pris une position qui n'est pas celle de la SENCO dans le cadre de sa mission prophétique. La SENCO condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Pourquoi s'en prendre à la SENCO quand elle prêche la cohésion nationale? Pourquoi l'attaquer quand elle défend l'indépendance de la commission électorale indépendante, CENI? Elle ne fait qu'accomplir sa mission prophétique dans la recherche du bien-être du peuple congolais. Tout en condamnant ces actes ignobles, nous demandons à nos fidèles chrétiens et aux défenseurs de la démocratie de ne pas réagir violemment. La violence est l'arme de ceux qui manquent les arguments dans un débat démocratique et citoyen. Elle tue la démocratie qu'elle remplace par la dictature. La SENCO demande aux commanditaires de ces actes d'arrêter et au gouvernement de la République de prendre cette situation en main en identifiant ces inciviques qui ont opéré à visage découvert afin qu'ils soient sévèrement sanctionnés et que plus jamais pareille attaque ne se répète. Enfin, conformément à la doctrine sociale de l'Église, la SENCO réitère son engagement à poursuivre l'accompagnement du peuple congolais dans la consolidation de la démocratie et l'amélioration de ses conditions de vie. Pour l'amour des Congolais, la SENCO ne se taira point. Isaïe 62.1, à la signature des évêques membres du comité permanent. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. l'abbé. C'est examinant de ce message. Na mokuse batata episcope oyo basanganaka na likita ya komite permanent bakomi mokanda moye mpo na kolakisa na mokili boni Église catholique eyinami na boko bandeko na makambo ezanga ntina. Titre ya mokanda na bango ezali boye: soki nalobi mabe bolakisa ngai epai nalobi mabe, soki nalobi malamu mpo na nini bokobeta ngai? Jean 18:23. Babandi na ino koloba boni bayokaki pasi awa batangaki mokanda ya episkopo ya Mbujimai ekoloba te kobanda sanza ya avril ya 2021 bandeko boko oyo bayebi pa bauti te bazali kosala makambo ezanga ntina kopanza baparoise, kobebisa bagrote, kokota ntina ndako nzambe, bakei te kosambisa tabernacle esika nzoto ya Yesu evandaka. Mokolo ya poso eleki bayoki mpe pasi mingi awa bamonaki video moko oyo ezali kolakisa secrétaire général ya UDPS M. Martin plutôt Augustin Kaboun awa ezali koloba makambo ezali kozanga respect Augustin Kabuya bolimbisa ezangi respect na cardinal na biso azali koloba te ye na secrétaire na biso bazali kopolitize ecclesia. Kaka mokolo moko nsima video na to bamonaki samedi dimanche
toye kolanda kuzoba oyo esalamaki na boko groupe ya bajeune bake na archevêché mpo na kobeta mabanga baketi na résidence ya cardinal mpe na munoko na bango bazongeli mpe boko makambo oyo secrétaire général ya UDPS alobaki entre autres cardinal azali kopolitize kokotisa politique na église. Batata episcope balobi boye esali biso mpasi pamba te nyonso ezali kosalema wana ezali atake mpona moto moko te kasi ezali atake mpona eklezia katolike mobimba. Baepiskopo balobi boye bazali kolanda badéclaration ya cardinal me bamoni ata epai moko te oyo cardinal alobi likambo oyo ezali position ya Senko te. Donc oyo baposition cardinal azali kozwa Senko azali kosoutenir yango. Soki bolandi botangi message ya suka ya baévêque bokomona na kati appel à la cohésion bokomona polele te bazali pour projet ya loi oyo ya Noël Tchani te oyo basusu babengi congolité. Donc ezali position cardinal te ezali position ya Senko. Yango wana batata episcope bazali kokondane makambo ya mobe ya motindo wana oyo ezali na lopoto koporte atteinte donc oyo ezali vraiment kosala te liberté religieuse bonsomi na nzela ya boyano ya biso ezala lisusu te, liberté d'expression ezala lisusu te, mpe ezali koboma bongo démocratie ezali lisusu état de droit te. Bazali komituna mpona nini bazali bato wana bazali kosepela na Senko te. Awa Senko ezali koluka kaka bomoko ya ekolo. Awa Senko ezali kobunda mpona indépendance ya commission électorale nationale indépendante bonsomi. Senko azali kokoba bele mosala na yango na mission prophétique ezali politique te ezali mission prophétique. Yango wana awa bazali kokondane makambo wana bazali kosenga na ndeko bakristo mpe na baye bazali kolanda nzela ya état de droit babi bazongisa mpe na violence te. Violence etongaka mboka te. Violence ezali mondoki ya baye bazangi baargument baye bakoki lisusu korefléchir te. Violence ebomaka démocratie. Mboka na biso ezali république démocratique démocratie. Violence ezali ekomisaka dictature na kati ya mboka. Yango yana mpe baepiskopo basengi na bakombadite baye bazali kotinda bana wana basukisa mpe basengi na bakonzi ya mboka batala likambo yango na sérieux pamba te baye basalaki yango bilongi na bango ezali komonana. Bazali bato basengeli koidentifie mpona kosanctionne bango mpe makambo ndenge wana ezonga lisusu te. Mpona bosukisi batata episkopo balobi boye oyo basalaka ezali na nzela ya doctrine sociale ya église ezali likambo ya politike te. Yango wana balobi bakobanga te bakokoba engagement na bango mpona kokamba bana mboka Congo na nzela ya kovandisa démocratie mpe ya kobongisa vi na bango. Mpe na bosukisi balobi mpona bolingo ya bana Congo Senko ekokanga monoko te. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci, monsieur l'abbé, pour toutes ces précisions. Nous allons prendre les 5 questions par rapport à cette première intervention. Il y a un enfant, ceux qui ont des questions là. Vous verrez du côté de l'enfant, donc vous l'alliez. Il y a déjà madame qui a pris la parole. Oui. Oui. C'est déjà 3 personnes. 4, 5. Ok. Allez-vous et puis poser vos questions. Parce que aujourd'hui, la Senko, à visage qui a un langage ouvert, vous faites allusion au propos des manifestants à ce qui généralement définit l'état de nuit un jour avant le Merci. Charles Massou, pour le monde de Douala, concédé. La Senko ne va pas se taire. La Senko qui est là pour l'intérêt de la population. Et quelle sera la réaction de l'Église catholique pour ne pas quitter la Senko si jamais le candidat auquel elle s'oppose passe? Encore faut-il s'attendre.
Oui, troisième personne. C'est Jonathan Chaud pour les télé, c'est ça? Allez-y. Ma première question, c'est par rapport à la question. En fait, vous êtes accusé pour l'Église catholique de politiser l'Église. Qu'est-ce que vous réalisez à ces gens-là? Qu'est-ce qu'il faut que vous ne politisez pas l'Église? Parce que vous êtes deux, vous êtes accompagnés de l'ECC, mais c'est vous qui êtes plus visés. Deuxième question. Que prévoyez-vous faire vis-à-vis des propos des ministres parce que vous avez dit face aux gens qui ont vandalisé la résidence que vous savez à propos pour réagir, parce que vos fidèles ne peuvent pas réagir par violence, mais au niveau du secrétaire général, vous n'avez rien dit. Que prévoyez-vous faire par rapport à ces attaques? D'accord. Par rapport à des menaces, des pressions et même des tentatives de corruption, qui va concerner notamment Céline. Quelles sont les preuves que vous avez devant ces pressions, ces menaces et ces tentatives de corruption? Et la deuxième question, c'est vous avez également courrier le chef de la mission électorale de la SENCO. Et d'une part, vous faites une des confessions de vos allégations contre lui. Est-ce que ça veut dire que vous faites confiance à votre chef d'observation électorale et que vous avez des éléments pour votre Merci, la dernière personne. Oui, Mathieu Cissé. Lors de la rencontre du 23 juillet ici, dans la déclaration signée par les 8 commissions religieuses, vous avez dénoncé des pressions et des violences subies par les et à la cité, les 6 confessions ont dit qu'il n'y a pas de permis politique dans leur processus. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre ce temps, ou est-ce que les violences sont considérées entre les deux camps? Et deuxième question, dans le communiqué d'hier, l'archevêque de Kinshasa a invité les fidèles catholiques à rester est synonyme à donner les gens à se révolter ou à se révolter, d'autant plus qu'aujourd'hui, la Bible est en train de dire que n'invite pas à faire, n'invite pas les catholiques à pratiquer la violence. Voilà, merci. On s'arrête à ce niveau. Vous savez, il y a des questions déjà qui vont dans le sens de la deuxième partie. C'est pour cela que je voulais intervenir pour qu'on ne fasse pas d'amalgame. Je me limite maintenant à répondre aux questions par rapport à la dénonciation et puis juste après nous passons, on a enregistré aux autres questions. Est-ce que la SENCO fait un lien entre les déclarations de l'UDPS, du secrétaire général de l'UDPS et puis les actes de vandalisme de jeunes? La SENCO s'est limitée à faire un constat. Le premier constat, c'est que les jeunes sont intervenus juste le jour après qu'on a pris connaissance de cette vidéo. 2, dans les propos des jeunes, on retrouve aussi quelques propos, notamment l'accusation de la politisation de l'Église. Donc, c'est un constat. Les évêques, je suis que les porte-parole, ils n'ont pas tiré de conclusions à chacun de juger. Alors, par rapport au candidat président de la CENI, s'il ne passait pas, on reviendra après. Par rapport à l'accusation de la politisation de l'Église, bon, je crois que c'est la mauvaise volonté parce qu'on s'est déjà expliqué plusieurs fois là-dessus.
Ce que le cardinal, l'Église fait aujourd'hui, c'est ce qu'elle a toujours fait hier. Ce que le cardinal dénonce aujourd'hui, c'est ce que le cardinal Maloula a dénoncé. C'est ce que le cardinal Monsengo, que certains ont diabolisé et puis ils ont canonisé. Donc, c'est la continuité. Et ciao, la même chose. Donc, vous vous souvenez encore du pasteur Ekofo, c'est la mission prophétique. Donc, si vous allez, d'abord, rien d'étonnant, si vous allez dans la Bible, vous verrez que les relations entre les prophètes et les rois sont toujours tendues. Parce que la mission des prophètes, c'est de dénoncer même au sommet de la nation les choses qui ne vont pas. Si c'est cela faire la politique, je suis d'accord. Mais je dis, ce n'est pas faire la politique parce que vous ne verrez pas, le secrétaire général demande au cardinal et à moi d'aller s'inscrire dans la liste des partis politiques. L'Église ne nous autorise, vous ne verrez pas un évêque candidat président de la République, candidat à la députation, candidat au moins en ce qui concerne l'Église catholique. Donc, nous ne faisons pas la politique, mais la politique est un champ d'évangélisation pour l'Église. Donc, retenez ça bien, et c'est pour cela que les évêques ont dit, pour l'amour des Congolais, la Senko ne se taira pas. C'est-à-dire, le pape Benoît XVI a dit clairement, l'Église ne peut pas se taire là où la population souffre. Donc, si quelque part la population souffre à cause de la gouvernance, l'Église devra toujours. Donc, il n'y a rien de nouveau. L'exemple le plus récent, c'est celui vous avez entendu tous les discours sur le cardinal. Souvenez-vous qu'on le considérait comme le plus grand politicien, alors qu'il n'était que dans sa mission. Et puis, si l'Église du Congo s'égarait, le Saint-Siège ne le laisserait pas tranquille. Vous avez suivi plusieurs fois les papes encourager les évêques dans leur mission prophétique, parce que le pape sait qu'il ne fait pas la politique. Le pape lui-même aussi, même au niveau des Nations Unies, il y a aussi la diplomatie vaticane pour apporter la voix de l'Évangile, la lumière de l'Évangile. L'Église reste la lumière des nations, même en politique. Voilà. Alors, comment réagir par rapport au propos non, c'est juste un regret parce que les évêques ne vont pas se rabaisser pour aller faire des poursuites autour de telles déclarations. D'ailleurs, la majorité des Congolais aujourd'hui est clairvoyante. Je ne crois pas que nous savons, nous nous promenons dans les pays. On sait combien les Congolais comptent sur leurs pasteurs pour être leur porte-parole. Donc, ce n'est pas une minorité de gens autour de quelqu'un qui vont nous impressionner. Bon, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à la dénonciation, nous allons passer à la deuxième partie avec le révérend Eric. Oui. À propos de la profanation ont lieu depuis avril dernier. Ouais. Et je crois que ces faits sont publics. Et depuis mon point de vue, même ce qui a été fait hier devant la résidence du cardinal Ambongo, il y a aussi, selon les informations, devant le centre de production qui a été agressé à l'Ouest. Voyez-vous à cette injustice, d'autant plus que ce qui a été fait avant n'a pas été saisi, bien délogé, ni sanctionné. Bon, je crois que c'est l'occasion pour nous de vérifier ce que vaut notre police et ce que vaut notre justice, parce que ces gens ont opéré à visage découvert. Vous ne me direz pas que notre police, donc on saura maintenant si on a quand même une police d'investigation avec des éléments évidents comme ça. On saura maintenant avec la justice, ils doivent être sanctionnés, ce sont des gens facilement repérables. Et là, ce serait un constat malheureux si c'est le contraire qu'on observait. Donc ce n'est pas le moment de juger, c'est le moment d'observer. Voilà. Merci beaucoup. Comme nous l'avions annoncé, comme vous voyez déjà, les questions sont en train d'aller dans le sens du blocage au niveau de la CENI. Ils n'auront pas un communiqué. Nous partons directement aux questions. Vous connaissez la situation. Il y a un blocage.
pas été désignés. Et donc, c'est l'occasion pour vous de recevoir des informations. Nous avons là le pasteur Eric, il est secrétaire général et porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Et de l'autre côté, l'abbé Donatien, il est secrétaire général, porte-parole de la Sainte-Cause. Les deux sont nos représentants à ce niveau. Il y avait déjà des questions qui étaient posées là-dessus. Monsieur l'abbé, il faut commencer avec les questions qui étaient déjà posées avant de prendre une autre série. Et moi, vous mettez comme ça. J'ai quoi? Oui, bon, moi je viens de parler. Le temps que Eric parle, moi je souffle un peu et puis je le relève. Attendez, on va d'abord déplacer les bon, il peut même prendre ma place. Hein. Après. Vous pouvez déplacer vos Essayez de changer de place. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons? Nous répondons directement à ce qui a déjà été posé ou bien on peut... Votre attention, s'il vous plaît. Le pasteur Eric va prendre la parole. Il avait déjà écrit 2 ou 3 questions qui allaient dans le sens de la scène. Voilà. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Abbé. Merci à vous, amis de la presse. Je pense qu'il est important ici, nous avons noté jusque-là 4 questions. Le plus important ici, c'est de dire ce qui a été décidé après la triste expérience de juin dernier, vous savez, avec la situation Malonda. Rappelons ici que quand nous avons vécu la triste expérience de juin dernier, la plateforme des confessions religieuses avait levé une option claire sur un certain nombre de choses. Notamment, il fallait revoir la procédure dans la manière de déposer les candidatures. Ça, c'était un élément important. Deuxièmement, il fallait revoir la manière de traiter ces candidatures. S'agissant de la procédure, contrairement à ce qui a été fait avant, pour cette fois-ci, nous avions dit qu'il était important d'exiger à chaque confession d'amener au minimum 2 noms sur la liste. C'est pour éviter justement de se retrouver avec un côté une liste d'autant de candidats et d'autres confessions religieuses avec d'autres noms. L'idée ici, c'était de ramener les choses à l'équilibre. Et au-delà de cela, il a été autorisé à tout Congolais de pouvoir déposer sa candidature dans n'importe quelle confession religieuse. Déjà, c'était une manière de rationaliser la procédure pour éviter justement de dire qu'on a pris tel, on a refusé tel autre. Deuxième élément, on s'est dit il faut éviter d'avoir des candidats inamovibles, c'est-à-dire des candidats de vie ou de mort. Les candidats que nous aurons au sein de la plateforme seront les candidats de la plateforme et non des confessions religieuses. Cela, c'était pour éviter aussi une sorte d'appropriation d'une des confessions religieuses à des candidatures, puisque les consensus étant voulus comme un mode par excellence, il est tout à fait normal que toutes les confessions religieuses n'apportent pas de candidature. Et c'est ce qui a été vérifié. C'est-à-dire, même si l'ECC n'avait pas de candidature, c'est lui qui sortirait au nom et pour les comptes des confessions religieuses, le serait pour tout le monde. Troisième principe, il a été dit, lorsque nous allons traiter les candidatures, nous devons éviter les candidatures déjà à problème. Ce que nous appelons un problème, c'est-à-dire à connotation politique. Et là, nous voulons préciser, quand nous parlons des connotations politiques, ce n'est pas simplement des candidatures prétendues du régime politique en place. Même des candidatures qui ont des liens avec l'opposition. Vous voyez? Et ça, c'est une nuance détail. Et c'est par là que nous avons commencé. L'exemple est que pour les comptes de l'ECC, nous avions eu beaucoup de candidatures, bien qualifiées. Mais du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens avec tel courant, nous en avons eu 2. D'abord, je reviens sur la candidature du pasteur Eyalé qui a été proposée.
Si nous ne l'avions pas repris, pourtant ce sont des choses non justifiées et non fondées, mais seulement du fait que ça fait du bruit, qu'il a été candidat, et les partis qu'il a présentés, si bien qu'il a été comme indépendant, mais proche du courant Katumbi, sans même amener ses noms, déjà à l'interne, la commission qui a travaillé à l'ECC a retiré les noms. Et c'est pareil avec l'Église catholique. Il y a d'autres candidatures qui étaient sur la liste de l'Église catholique. Du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens ou des rapprochements, ou pourrait attirer des discussions, créer des polémiques, nous avons pris soin. Et c'est ce qui a été demandé à chaque confession religieuse de faire. Donc ce n'est pas un préalable calculé sur la personne des candidats X ou Y. C'était un principe général. Et tout au long du processus, on a cessé de le répéter. Donc je commence par là pour nous dire qu'il y avait déjà des préalables adoptés par un engagement collectif par toutes les confessions religieuses qui ne devraient plus faire l'objet des débats à ce stade. Arrivons maintenant au niveau de la procédure elle-même. Je vous donne déjà les tableaux pour essayer de répondre peut-être à certaines questions. Vous avez appris. Rappelons ici que la plateforme des confessions religieuses est régie par une charte. Et l'article 18 de la charte dispose que c'est le président qui a compétence. Et ça, c'est le principe élémentaire de toute organisation, de toute administration, de convoquer la réunion. Nous sommes ici en une réunion ordinaire convoquée sur base d'un objet clair, la désignation de nos candidats à la CENI. Je vous épargne des détails des délibérations, mais la particularité ici, c'est que tous ceux qui ont été retenus sur la dernière liste sont passés par des interviews. Et ça n'a pas été fait auparavant. Donc, tous les candidats au même niveau ont eu le même bénéfice et ont été écoutés de la même manière. Mais quand on arrive maintenant à l'examen des candidatures, il ne faut pas confondre l'audition des candidats par la plateforme et l'examen des candidatures par la plateforme. L'audition est ouverte aux candidats, aux récipiendaires, tandis que l'examen revient à la compétence de la plateforme. Au niveau de l'examen, il y a deux aspects majeurs. Il y a les aspects liés à la technicité des candidats et il y a les aspects liés à la personnalité des candidats. Au niveau de la technicité, nous évaluons tout ce qui rentre dans la matière des gouvernances, de la mécanique électorale, les connaissances sur les fonctionnalités, l'expertise, les connaissances autour de la gouvernance électorale, du leadership électoral. Mais sur la personnalité du candidat, qui est pour nous l'élément crucial, nous évaluons l'indépendance du candidat vis-à-vis des politiciens. Nous insistons, on ne dit pas vis-à-vis du pouvoir, mais vis-à-vis des politiciens, opposants comme ceux qui sont au pouvoir. Nous évaluons l'éthique du candidat, sa réputation, ainsi que tout ce qui rentre dans le leadership et management électoral. Ce sont là les deux éléments sur lesquels on évalue. Et tous les candidats, les 4 sur la liste, sont passés au premier examen, c'est-à-dire sur les éléments techniques. En tout cas, il y a eu consensus sur ce point de vue. Quand nous disons consensus, c'est-à-dire il y a une grille d'appréciation qui a présenté les tableaux de chaque candidat. Et nous les avons alignés de manière consensuelle, il n'y a posé aucun problème. Mais c'est quand on arrive à l'évaluation des aspects de personnalité. Vous savez, quand les législateurs confient aux confessions religieuses la responsabilité de désigner le président de la CENI, il faut relier la pensée du législateur à la disposition constitutionnelle, au consensus dégagé à Sun City et aux réalités expérimentales du processus électoral. C'est là qu'on peut comprendre que veut dire les législateurs. En substance, les législateurs considèrent que les confessions religieuses ont une caution morale, sont défenseurs de la moralité publique et incarnent l'indépendance de l'institution. La CENI n'est pas une commission parlementaire. La CENI n'est pas une institution politique. Elle est une institution citoyenne et partant indépendante. Donc la garantie suprême de la CENI, en tant que telle sur la base de notre constitution, c'est son caractère indépendant. Et vous savez comme nous
tout ce que nous avons connu dans les différents processus électoraux, ce n'est pas forcément lié à la technicité, à la mécanique électorale, c'est toujours le problème de leadership, management, courage exceptionnel. Et c'est ce qui a fait que notre communiqué du vendredi, vous l'avez suivi, signé par les 8 confessions religieuses, qui mettait en exergue le profil du candidat à la lumière de la loi, en insistant sur les aspects de l'indépendance, de la moralité, de la compétence, mais surtout mais aussi et surtout sur le courage exceptionnel de dire la vérité. Et donc, quand nous arrivons finalement à cet exercice, il s'est posé un problème. Le problème, c'est des griefs qui sont soulevés, entre autres, sur un des candidats. On dit par exemple, il y a tel aspect des choses. Et je voudrais vous dire, les aspects, même quand nous avons fait les communiqués, quand vous entendez les intimidations, parce qu'on a suivi les débats à la télé, tous ces jours, les week-ends, il y a une série de confusions. Ce n'est pas l'ECC qui a été intimidé, ni la SENCO. Les intimidations, les dénonciations, nous sont rapportées par nos collègues membres de la plateforme. Et ça doit être clair. Si tel n'était pas le cas, ils n'auraient pas signé les communiqués. Les uns les autres, le moment venu, nous y allons mollo mollo. Les uns les autres n'ont pas pu contredire. Séance tenante, ça a été rapporté. Et c'est là qu'il faut faire la différence entre les soupçons et les allégations. Il faut faire la différence entre les témoignages et les dénonciations. Quand on entend ces débats des droits en disant il n'y a pas de preuves matérielles, mais les juristes le savent, un témoignage vaut preuve, une dénonciation vaut preuve. Quand je vous dis que je ne passe plus une nuit chez moi à la maison, parce que je suis victime de telles menaces, parce qu'on me dit si je ne pose pas tel acte, sont rendus publics. Si les confessions ne les avaient pas rendus publics, on aurait dit mais pourquoi tout ce temps ils n'ont jamais dit? Mais vous avez suivi un communiqué. Communiqué signé, j'insiste, par les 8 confessions religieuses. Si le problème de preuve s'est posé, c'est à ce niveau-là qu'il devrait se poser. C'est là qu'on allait dire, nous ne signons pas ces communiqués parce qu'il n'y a pas de preuve de ce que nous affirmons. Ce qui fait que quand on a mis en évidence tous ces éléments, les débats chez nous n'étaient pas de dire que les allégations sont fausses. Les débats qui n'ont pas trouvé consensus étaient plutôt de dire une partie, l'ECC, la SENCO estime que ces allégations sont de nature à jeter le discrédit sur l'indépendance du candidat. Ça affecte son éthique et ça touche à la réputation des confessions religieuses. Nous avons aussi une crédibilité à préserver. Une autre partie estime qu'il faut relativiser les faits au motif de dire est-ce que ces gens ont dit la vérité ou pas. C'est là le vrai débat. Le débat n'est pas autour de l'existence des preuves. Le débat est au niveau, faut-il considérer les preuves comme valables ou il faut les relativiser. Nous disons, elles ne sont pas relativisées parce qu'elles ont dépassé le niveau du contenable. Vous savez, nous sommes l'église. Un chrétien qui commet une bavure, vient voir les prêtres ou les pasteurs, confesse. Ça, c'est une chose. Si le prêtre sort l'affaire sur la place publique, il fait offense à sa clause de confidentialité, à son éthique. Mais si le même fait révèle le caractère du scandale et touche à la moralité publique, pour préserver les témoignages de l'Église, on le met sous suspension. Ça, c'est la pratique. Et nous parlons de ce qui se passe dans les milieux religieux. Les gens font le débat autour de la charte disant « Pourquoi n'êtes-vous pas allé au vote ?» Le vote est un mode qui intervient après avoir vidé les fonds dans le traitement d'un dossier. Et ça, c'est très important. On ne peut pas évoquer le vote comme un détour, un contour pour éviter le problème des fonds. Non. On en vient au vote lorsqu'on veut départager des candidats qui ont satisfait aux critères de l'éligibilité. Vous êtes un jury. On dit qu'il ne peut être délibéré que l'étudiant qui a 45%. Mais un étudiant à 25%. 5 membres de jury, on dit nous, 25% ou pas, c'est lui qui doit distinguer. La rationalité à quel niveau? Donc c'est ça, c'est là où nous sommes bloqués.
Nous étions bloqués parce que nous avons dit, ben écoutez, vous avez entendu qu'on a dit, l'abbé Cholet a éteint la lumière, vous êtes sortis, il n'y a pas eu respect des candidats. Là encore, c'est terrible. C'est pourquoi nous exhortons nos amis de la presse, lorsque vous n'avez pas assez d'éléments d'information, la prudence exige de se retenir et d'affirmer. Je m'excuse, vous permettez, parce que je dois... Merci. On a suivi ces débats. Qu'est-ce qui s'est passé? Les travaux ont commencé depuis 8h30 pour nous du secrétariat technique. Nous avons travaillé jusqu'après-midi, je pense, la plénière a commencé. Il était 20h passées. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas les temps qui nous inquiètent. C'est ça les débats démocratiques du reste. Nous en sommes arrivés à la suspension des travaux et non à la suspension de la participation de l'ECC de la Senco. Là, encore une fois, il se pose un problème dans les rendus de ce qu'on entend. L'ECC, la Senco, se serait retiré. D'ailleurs, on est habitué, ils font la même chose depuis longtemps, et à chaque fois qu'ils se retirent, la machine continue. L'ECC, la Senco, assure la présidence. C'est pourquoi nous sommes là, au nom du présidium de la plateforme des confessions religieuses. Le président a toute responsabilité à un certain niveau du débat. Lorsque le climat n'est plus serein, lorsque les esprits sont surchauffés, ça c'est la pratique des directions des débats. Il peut soumettre, il peut suspendre momentanément. S'il était encore journée, je suppose, c'est pas ce qu'il a dit, c'est moi qui réfléchis, il aurait dû suspendre pour quelques heures et reprendre après. Mais je vous dis, il était 21h. Voilà les garanties données par le président avant de faire passer sa décision. 1. Il dit ceci: je prends la responsabilité de contacter l'autorité habilitée, donc le président du Parlement, parce que nous courons à un délai, pour solliciter un délai de prolongation, puisque les uns les autres présentaient les motifs du délai comme condition sine qua non à vider absolument in extenso la question. On dit non. Le président prend la responsabilité de voir le bureau du Parlement. Deuxième garantie, il dit je prends la responsabilité de vérifier ces éléments parce qu'on cite les noms de certaines autorités. Nous avons la responsabilité de préserver la réputation de nos institutions. Lorsque les noms de certains animateurs des institutions sont cités à une procédure qui ne relève pas totalement de la compétence des confessions religieuses, c'est de la compétence de la souveraineté nationale. Et nous ne pouvons pas nous verser dans la presse pour commencer à dire X autorité est citée, Y est citée parce que vous demandez des preuves. C'est irresponsable. Nous avons la responsabilité de préserver la réputation et des autorités et des institutions. De telles situations, comment elles se règlent? On approche les concernés, on aborde comme des hommes mûrs. On trouve des solutions. La question devrait être posée: est-ce que le président et le vice-président ont-ils ou non accompli leurs promesses? Oui, vous nous avez vus au bureau du président Bosso. Nous avons parlé avec le président pendant autant d'heures. Et la conséquence positive, vous avez appris qu'il y a une prolongation. Parce que le président a écrit, Bosso a écrit au président de la plateforme pour accorder 48 heures de prolongation. Des deux, des investigations ont permis à pouvoir réunir les éléments qui nous semblaient encore une fois convaincants pour essayer de donner un point de vue clair à ce sujet. C'est à l'issue de ce travail, et vous avez suivi, que le président a reconvoqué les collègues pour poursuivre les travaux. Je pèse bien les mots. Nous sommes dans une situation de suspension des travaux, pas de suspension de la participation de qui que ce soit. Peu importe les humeurs sur ces entrefaites, ça n'affecte pas la légalité de cette suspension. La preuve, c'est que la suspension a été légale, vient du fait que tout le monde s'est retrouvé, c'était le vendredi. Le vendredi. Alors, si les gens, les amis sont venus, les chefs et les confessions sont venus, toutes ensemble, ça suppose que tout le monde savait que les travaux étaient suspendus et nous avons repris. À la discussion de ces derniers jours, d'ailleurs, c'était présenté dans les rapports, dans la convocation,
Déjà, le présidium a donné une ouverture pour élaguer ce qui s'est dit sous la toile, qu'il y aurait intention d'imposer un candidat, qu'il y aurait intention d'en exclure X au motif d'appartenir à la tribu, ce qui est vraiment ridicule. Il y a tout ce qui a été dit. Voilà la proposition qui a été dans l'invitation. Le président dit ceci, après concertation avec son collègue. Première ouverture, nous enlevons les candidatures, parce que pendant qu'on parlait d'un candidat X, les autres ont aussi soulevé leurs éléments sur le candidat Y. Je voudrais préciser une chose. On ne reproche pas à un candidat le fait d'aller voir un président d'une autre confession religieuse pour solliciter un soutien. Ça, c'est légal. On ne condamne pas un candidat d'avoir une appartenance à un parti politique. La Constitution garantit à tout Congolais la liberté d'opinion. On ne reproche pas non plus à un candidat d'avoir eu des entretiens avec qui que ce soit, même avec un acteur politique. Mais on reproche qu'une candidature devienne un agenda politique. Il faut faire la nuance. On reproche qu'une candidature devienne une sous-traitance politique. On condamne que les confessions religieuses deviennent une sous-traitance politique. Pour l'opposition ou pour la majorité. C'est à ce niveau que les politiques vont nous respecter. C'est à ce niveau que nous allons prendre de la hauteur. J'ai soulevé cela pour vider la question des accusations de X ou Y. Si bien que nous avons donné les éléments de défense pour affirmer que les candidats qui étaient proposés dans notre camp, même si vous soulevez tel aspect, personne n'a prouvé qu'il y a eu corruption et nous n'avons pas condamné nos collègues, si pour ne pas les citer. Tout le monde parle des Kadima Deni. Nous cessons de le dire sur le plan de technicité, notre compatriote a un CV calé. Et ce n'est pas l'affaire des Kadima en tant qu'individu. Nous disons ici, le problème, ce sont les agendas. Je ne voudrais pas vous rappeler comment la procédure législative sur la loi portant organisation de la CENI s'est passée. Ça, on laisse derrière. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a fait la concession. Voilà la bonne foi de notre côté. Si on avait dit nos candidats ou rien, le Congo, le peuple aurait eu raison sur nous. Mais nous avons dit, nous sommes prêts de retirer nos candidats. Et nous vous laissons la possibilité d'en proposer pour vous que nous allions sur des bases sereines. Pourquoi? Ça revient à ce qu'on a dit au postulat. Il n'y a pas de candidature de vie ou de mort. Est-ce que si un candidat X n'est plus là, il n'y aura plus d'élection au Congo? On ne peut pas conditionner un candidat qui devient déterminant des élections. Non. On a dit pour notre bonne volonté, nous pouvons même retirer tous nos candidats. On a même fait des propositions. Même quand on était encore dans les processus, il y a des noms qu'on proposait. De certains collègues compétents qui étaient avec nous, mais qu'on a vu finalement retirés de la plateforme mystérieusement. Mais qui pouvaient jouer des rôles. Bref, c'est là qu'on s'était bloqué. Nous avons dit, voilà notre proposition. Si vous êtes d'accord, proposez un autre nom. On n'a rien à faire avec, aucun problème avec nos frères. D'ailleurs, l'autre qui devrait être sacrifié pour rien, seulement pour montrer la bonne volonté que nous ne faisons pas de fixation sur des candidats. Qu'est-ce qui a été notre grande surprise? J'ai fini par là. C'est parce qu'on n'a pas accédé à cela. Je m'excuse. Nous étions dans la situation où les uns disent ça ou rien. Ça ou rien. Les autres ont dit on ne peut pas aller dans ce sens parce qu'il y a déjà tache d'huile et ça ne peut pas nous faire avancer. Conclusion. La conclusion, et ça doit être clair. La conclusion de ce qu'on a d'abord, on n'a pas élaboré un PV. La plateforme a fait un rapport de constat. Ce n'est pas un PV comme on entend. Les PV, les rapports se concluent sur une note. L'article 17 n'a pas été activé. On n'a pas été en mesure de trouver un consensus. On n'a pas non plus la possibilité d'aller au vote. Ça suppose, le mode de désignation coulé en l'article 17 n'a pas été actionné. Nous avons remis à l'institution qui a reçu le mandat de la Constitution d'arbitrer cette étape des choses, notre rapport.
qu'il existe un autre document que les uns les autres appelleraient PV, je voudrais juste vous rappeler, aucune majorité ne peut se construire dans l'illégalité. Si les députés de, comment on appelle, Union Sacrée, se retrouvaient à l'hôtel du fleuve Congo pour une réunion, et qu'ils prennent toutes les options qu'ils veulent, c'est de leur droit. Mais prendre les options prises à l'hôtel du fleuve Congo, les ramener à l'hémicycle comme des décisions à caractère juridique, c'est que nous sommes en train d'humilier nos institutions. Parce qu'on ne peut pas avoir deux documents dans une même organisation qui a statué sur le même objet et qui est arrivé à la même conclusion, dont document officiel signé par tous, déposé à la même institution. En réalité, le Parlement ne pouvait même pas recevoir des documents. En réalité. Parce qu'on ne peut pas à la fois recevoir les documents qui émanent d'une composante. Quand le président du Parlement communiquait avec la plateforme, il s'adressait à qui? C'est au président de la plateforme. Toutes les communications se passent entre le président du Parlement, de l'Assemblée nationale et le président de la plateforme. Alors, qu'il y ait 6, 8 ou ce que vous voulez, qu'ils disent, ça peut avoir tout ce que vous voulez. On peut appeler ça mémo, on peut appeler ça lettre d'amour et de loyauté. On peut appeler tout sauf PV. Parce qu'un PV requiert une procédure juridique. Il faut qu'il y ait qualité de celui qui l'établit. Il faut qu'il y ait qualité de celui qui le signe. Il faut qu'il soit discuté, adopté. Et c'était là qu'il peut revêtir un caractère juridique et opposable à tous. Je vous remercie. Merci, révérend. Bon, je vous laisse la place. Oui, vous restez d'abord. Non, moi j'ai beaucoup parlé. Oui, le Sélamé va ajouter quelque chose avant de poser des questions. Je peux répondre. Juste pour... La Médona va ajouter quelque chose avant de répondre aux questions. Oui, je complète pour revenir à la question de Sonia. C'est-à-dire les raisons qui ont fait que l'SCC et la SENCO disent non au candidat X, il faut retenir ceci. Les raisons qui ont fait que l'SCC et la SENCO disent non au candidat X, il y a le fait, les témoignages, on ne dit pas des allégations, des témoignages, pas de personnes qui ont entendu quelqu'un dire, mais des personnes concernées elles-mêmes qui ont dit qu'ils subissaient des pressions de certaines autorités, de certaines personnalités, les enjoignant de voter pour les candidats. Il y en a qui n'habitaient plus dans leur maison. Sur base de ces témoignages, le révérend Eric l'a dit, tous ont signé une lettre dénonçant les intimidations et les menaces. Entre autres menaces, ce sont des menaces qui affectent l'indépendance de la CENI. On est dans un environnement où s'il y a quand même et puis ce ne sont pas des choses qu'on va dire dans les détails, ici il y a personnalité. Alors, ça c'est le premier aspect. Donc l'aspect dépendance, ça c'est vraiment, on a des preuves. Deuxième aspect, aussi des témoignages, il y en a qui ont témoigné dans une plénière qu'ils ont été approchés par X personnes citées pour voter ce candidat moyennant une somme colossale. On n'a pas entendu ça dans les réseaux, dans la rue, et même on dit dans une plénière et c'est dans un rapport. Et on a eu au moins 2 cas comme ça, l'autre c'était en dehors de la plénière. Donc, au regard des critères que nous sommes fixés nous-mêmes, comme a dit le révérend Eric, ce n'est pas à cause de l'expertise de confession religieuse qu'on leur a donné ce travail, mais c'est surtout à cause de leur moralité. Alors, Sonia Roller a posé aussi une question sur le deuxième candidat. Est-ce qu'on n'a pas confiance en lui? Non. C'est d'abord les degrés de témoignages sont différents. Pour le candidat X, moi je ne cite pas le nom. Quand je parle X, Y, vous comprenez. Je vais pas aller au tribunal. Mais je ne crains pas le tribunal.
pour les candidats X, c'était des témoignages des personnes qui disent que moi, tel est venu m'approcher. Pour le candidat Y, c'est quelqu'un qui dit, un des chefs m'a dit, citer son nom, il n'a pas voulu citer. Alors que pour les autres, nous avons cité, c'était clair. Bon, donc c'est quelque chose qui nous a... Alors, on a compris que c'était une stratégie pour le mettre dans le même sac afin de sauver les candidats X. On a vu les pièges dans ce cas-là, et puis pour ne pas donner l'impression que nous, on ne veut pas de X au profit des Grecs, que le départ. Donc nous avons pleinement confiance en lui. C'est un homme qui aura toujours notre confiance. Bon, ce n'est pas qu'on a cru à ce qu'on a dit, mais on a voulu vider un prétexte. Voilà. Alors, je reviens, le passage, il ne faut pas accuser le président de la plateforme de n'avoir pas respecté la charte qui dit qu'en cas de consensus, il faut passer aux élections. Au vote plutôt. Alors, que ce soit clair, il y a des conditions pour passer du consensus au vote. La condition, c'est l'établissement de l'éligibilité de ces candidats par rapport aux critères que nous nous sommes fixés. Je donne un exemple beaucoup plus clair sur le plan légal. L'actuelle loi dit que pour être animateur de la CENI, il faut avoir au moins 30 ans. Alors, prenons un cas de figure où un groupe de confessions religieuses vient avec un candidat qui a 29 ans, qui a beaucoup de qualités. Toute l'expertise, la gouvernance électorale est là. Et un autre camp dit non, même s'il a toutes ces qualités, mais il n'a pas l'âge. On peut relativiser l'âge. Est-ce que dans ce cas-là, un président de séance responsable peut-il organiser un vote? Organiser un vote, c'est consacrer l'illégalité. La majorité voterait ces jeunes-là. Et alors là, nous sommes sur le plan mathématique, c'est clair, mais ici, nous sommes sur le plan éthique par rapport aux témoignages, aux allégations qu'on a considérées graves. Les conditions de légitimité n'étaient pas là. Donc, si on avait 2 ou 3 candidats qui étaient acceptables par tous, pour les départager, on irait au vote. Donc, on n'a pas refusé le vote, mais les conditions de vote n'étaient pas accomplies. Merci, 5 questions. Oui, ma question. Ok, ma question est celle-ci. Mike Paco, pour le camp de 243 minutes. Il y a quelque chose que nous avons trouvé de nous dans votre intervention et depuis le mardi 27 juillet dernier, c'est qu'il y avait un problème de manque de communication. Nous avions suivi même dans la soirée aussi, malheureusement on avait parlé, moi je suis le porte-parole. Voilà, bandeko balandi Africa Cool Télévision, tozana bino en direct ya 5 oyo basangani na ECC mpona kosala mise au point par rapport ya baquestion d'actualité au début biso nyonso eza likambo ya CENI oyo ezopela mpenza moto makasi. Voilà, bozolanda baéclaircissement na bango awa sur les 8 confessions religieuses baza au nombre de 3 CENI na 5 bango oyo baza accusé ke bazokanga pour avancement ya procédure ya nomination ya kopona moto oyo il faut animer CENI. Voilà, nous sommes là en direct. Voilà, bocha ba like biso vidéo eza ya biso tango bozocha ba je n'aime pas eza yeke na compte à biso l'été bozo bebisela nde biso oyo tozosala mino mosala tokomi na période ya question réponse toza tellement coincé que voilà, un peu de respect. Toza tellement coincé que moi to baluka po tozo ba question ezati. To baluka tozo ba question ezati. Voilà. Bon, se contenter na ba réponse. Bo cha ba like na vidéo, bo like vidéo, bo partager lien, bo s'abonner pe na ba o bazana ba abonner. Te merci. Parlons des cas de figure des candidats quasiment, même si vous ne voulez pas les nommer, mais c'est de lui que je vais parler. Le candidat quasiment, à suivre le pasteur Eric Senga, a un parcours carré, tout ça. Mais clairement, les CC et la CENCO ne veulent pas donner la vraie raison pour laquelle on les garde. Ne soyez pas hyperbolique. Parlez-nous de manière ouverte. Qu'est-ce qui écarterait la candidature de M. Kadima? Qu'est-ce qui fait baser votre conviction
pour que ces candidats ne passent pas. Ça, c'est un. Parce que avant même qu'il y ait des témoignages, des communiqués qu'on a soumis par la suite, qu'il y ait des témoignages auxquels vous faites allusion, mais déjà, dès le départ, si ma mémoire ne me faisait pas un mauvais tour, l'Église catholique a été accusée avant. Déjà que l'Église catholique était en train de prêcher qu'on ne peut pas avoir quelqu'un de la même ethnie Luba à la tête de la CENI, bien avant les discussions. Est-ce que vous ne vous servez pas de ces témoignages, entre guillemets, pour asseoir votre agenda d'antan? Et au juste, qu'est-ce qui se passerait avec ces candidats? Madame. Sandrine Foud pour les comptes de Yabusi. En fait, M. Lavé, moi je voudrais savoir par rapport, la première question a été posée par mon confrère. Deuxièmement, moi je voudrais savoir parce que selon quelques illustrations, on dit que l'ECC et l'Église catholique sont en train de soutenir les candidats de la MOCA. Donc, je voudrais savoir est-ce vrai ou pas. Parce que je me rappelle, lors d'une conférence de presse animée par le président de l'RSC, et vous étiez présent, on avait posé la question de savoir si ça sera possible que toutes les confessions religieuses puissent avoir un candidat unique. Et ça sera comment? Parce qu'on savait que ce genre de problème devait arriver, parce étant donné qu'il y aura toujours des appartenances de quelques candidats. Okay. Merci. Je m'appelle Michel Utilisé. J'ai une préoccupation. Oui, nous sommes en direct. La première question qui provoque votre texte a deux échecs d'un consensus. Je vais commencer. On vous a donné un délai et tout ça a raté maintenant qui provoque votre texte pour qu'on n'arrive pas à un glissement. Parce que maintenant vous êtes pointé du doigt. L'Église catholique et l'Église SSC vont entretenir un glissement du pouvoir actuel. Du fait qu'il n'y a pas une conjonction entre vous. En écoutant l'abbé Chollet, il dit la politique, c'est un champ d'évangélisation pour l'Église. Qu'avez-vous dit par là? Est-ce que la politique fait parmi de certaines missions de l'Église catholique? Merci. Okay. S'il vous plaît, je voulais rajouter la question. Bon, comme vous aviez parlé la première fois, je prends. Je voulais aborder ma question dans le sens de ma conjointe qui a parlé tout à l'heure. Il a dit d'établir un candidat de la MOCA. Par rapport à cela, on a vu plusieurs membres de la MOCA qui passaient à la télé pour dire que dans les médias, pour dire que vous avez été menacé par ce pouvoir. Mais vu la situation, que ça a évolué, on a vu le membre de la MOCA venir ici, c'est ce qui fait partie des menaces. Ils sont venus déposer leurs mémos. Vous demandez bien avant ça, vous demandant de ne pas assister ou à ce qu'ils appellent une forfaiture en désignant un membre de vos. Qu'est-ce que vous dites? Ok, on répond. Je vais répondre. Par rapport à l'apologie du tribalisme, c'est lié avec la question des vraies raisons. Je vous assure que si rien ne m'a peiné dans mon travail jusqu'à aujourd'hui que cette allégation d'avoir mis des candidats de côté parce qu'ils étaient kassaïens. J'ai suivi, les gens l'ont dit, mais malheureusement, on n'avait pas de preuves matérielles pour prouver le contraire. La vérité, nous l'avons dit, c'est que les trois candidats qui étaient mis de côté, Denis Kadima, Sylvain Ilumbo, Jérôme Mbosso, par coïncidence sont kassaïens, personne dans la plateforme ne voulait les assumer. Comme a dit le révérend Eric, on traite l'aspect technique, c'était traité au niveau secrétariat. Mais maintenant, pour parler de la personnalité de quelqu'un qui les connaît, aucune de ces confessions religieuses, s'ils avaient assumé, ce serait une solution. C'est puisqu'ils avaient un agenda caché, comme ils avaient la candidature de Malonda, plus une autre candidature pouvait passer. Et voilà maintenant, comme on a bloqué, ils ont trouvé un prétexte en inventant cette histoire-là. Moralité, compte tenu de cette expérience-là, nous avions au niveau de la présidence de la plateforme pris toutes les positions, des dispositions pour enregistrer tout ce qui a été dit entre nous,
autour de cette procédure. Donc on a des éléments audio qui pourraient aussi, c'est pas pour humilier quelqu'un à la presse, mais devant les instances, montrer des affirmations de dépendance de ces candidats par rapport au pouvoir. Donc ce ne sont pas des choses dites en l'air. Donc la vraie raison, c'est qu'on a des éléments suffisants pour montrer les pressions au niveau de certaines personnalités du pouvoir sur le candidat X. Et ça, c'est déjà suffisant parce que la commission électorale doit être indépendante. Tous nous avons salué la grande expertise du candidat X. Personne ne l'a mis en cause. Alors, bon, évidemment, les autres ont voulu relativiser en disant qu'ils ne sont pas directement concernés. Mais on est dans un environnement quand et le pouvoir vous adopte. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Je crois que vous conviendrez avec moi que le président de la CENCO, le président de l'ECC, avait raison de ne pas trouver ce candidat éligible. Soutenir les candidats de la MOCA, mais c'est vraiment une idiotie parce que ce n'est pas seulement avec ces manifestations. Depuis 2 mois, la MOCA demande aux confessions religieuses de ne pas présenter un candidat Xeni. Donc nous avons fait tout à fait le contraire de ce que la MOCA a demandé. Comment est-ce qu'on pouvait avoir un candidat de la MOCA et que la MOCA nous empêcherait d'aller assister? Soyez quand même critiques, ces journalistes. Je crois que vous avez tous un minimum d'éléments pour critiquer. Il y a des questions qui ne devraient pas être posées à ce stade. C'est contradictoire. On a le candidat de quelqu'un, avant même de commencer, il nous dit qu'il ne faut pas aller. Eric l'a dit, il y a des candidats aussi valables du point de vue expertise. Je ne cite pas de nom. Mais que nous avons enlevé de la liste parce qu'ils sont des mèches avec certains du pouvoir qui ne sont pas du pouvoir, certains politiques. Donc nous avons voulu être corrects avec nos engagements par rapport c'est le pays qui est engagé. Nous voulons des élections libres et crédibles ou pas. Toute la question est là. Ou alors qu'on fasse clairement les choses, on nomme quelqu'un. Il y a des pays où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Bien qu'on le dise clairement, plutôt que de chercher à utiliser les confessions religieuses comme une blanchisserie. C'est le rôle que la CENCO et l'ECC n'acceptera jamais. Alors, bon, que prévoit notre charte ne prévoit pas ça. Notre charte prévoit la bonne foi. Alors là, on nous accuse de glissement. La solution que la présidence avait eue, c'est pour éviter le glissement. Si ce ne sont pas des candidats de vie et de mort, l'ouverture avait été donnée pour qu'on vienne avec notre candidat. Si on avait évolué, on aurait fini. On aurait fini. Donc, je reviens sur ce que vous avez trouvé de nous. Je crois qu'il y avait un problème de communication. Quand le président de la plateforme a communiqué, il a dit que nous nous sommes mis d'accord. Il avait raison. Nous nous sommes mis d'accord sur les désaccords. Donc, on s'est mis d'accord sur les désaccords. Donc, ça signifie que tout le monde était d'accord que par rapport à la mission qui nous a été confiée, on n'a pas trouvé de solution. Alors, s'il y a autre chose qui s'est boutiquée à l'hôtel de Pleuve, alors qu'ils disent les élections 6 sur 6, non 6 sur 8. Voilà, c'est ça la conclusion. Voilà, je vais juste compléter quelques éléments. Je voudrais commencer par cette question sensible de nos compatriotes. Vous savez, ce pays nous appartient tous. Et je pense que les confessions religieuses ont grandement besoin de vous, de la presse, pour faire ce travail. On ne peut pas faire semblant à certaines réalités. C'est vrai, la notion ou le spectre du tribalisme est réel. Il y a un problème. Si vous pouvez encore reprendre la place de la Bible. Voilà, c'est plus facile. Hein? Excusez-nous. Oui, on a un. Pour ça, on a un. Voilà, je disais, il y a quand même beaucoup de réalité dans ce que notre ami a dit. Nous avons besoin de vous, les amis de la presse, pour ce travail, parce que c'est notre pays, c'est notre patrimoine commun. Nous avons souvent l'impression qu'au niveau de l'opinion, il n'y a pas une bonne perception de ce qu'on appelle l'Église. On vous suit parfois dans les débats, dans les commentaires. Je vais combiner ces deux questions. Est-ce que l'Église peut-elle ou non faire la politique et quel type de politique?
et cette affaire de tribalisme. L'avantage peut-être que nous avons, la SENCO comme l'ECC, c'est d'être des institutions ecclésiastiques et sociales. C'est-à-dire, en tant que telle, la direction d'une grande église, quand vous parlez de l'ECC, est-ce que vous vous représentez comment elle fonctionne? C'est l'ensemble des communautés protestantes. Une seule communauté de l'ECC a une représentation nationale. C'est d'ailleurs la condition. Nous avons ce que nous appelons aujourd'hui confession religieuse, l'armée du salut. Elle fut notre communauté. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est-à-dire en termes d'ancrage sociologique, en termes de représentativité nationale et internationale, l'Église catholique et protestante remplissent ces conditions. Donc ce n'est pas un président de l'ECC qui se réveille et commence à donner des décisions comme il veut. Ça ne se passe pas comme ça chez nous. Il y a des organes. Les décisions sont organiques. Et pareil, vous avez suivi les mots de la SENCO. Ça commence par cardinal, archevêque. Ça suppose que ce n'est pas l'affaire du porte-parole. Ce n'est même pas le président de la SENCO qui prend en lui seul ou de l'ECC en lui seul les décisions. Ça, c'est important de le savoir. Ce qui fait que nous sommes mieux implantés dans tout le pays. Nous sommes mieux pour parler de l'unité nationale. Beaucoup de partis politiques n'ont pas de représentation nationale. Vous entendez, on parle des églises dans le Kasaï. C'est que nous sommes dans le Kasaï, certains politiques n'y sont pas. Il y a des coins où l'État n'est pas suffisamment représenté, mais nous sommes là comme église. Ça, vous devez le savoir. Et c'est ça même notre humilité en tant qu'église. Parce que même quand on engage les débats sur les votes, s'il n'y a pas majorité, c'est dans ce même pays que les gens ont qualifié d'une majorité mécanique quelque part. Je ne sais pas si c'est où, mais j'ai entendu ça comme ça. Est-ce que si vraiment on peut parler en termes d'ancrage sociologique, soit dit vrai entre nous, peut-on vraiment mettre sur balance les institutions ecclésiastiques qui n'ont pas que le mandat de désigner le président de la CNI? Je veux vous rafraîchir l'esprit. Savez-vous qu'à ce jour où nous parlons, l'ECC et la SENCO ont déjà produit, ensemble avec, d'abord, d'une part, ensemble avec les autres organisations, ce qu'on appelle les référentiels. Nous sommes le seul confession religieuse ayant travaillé en matière de réflexion sur les réformes électorales. Des deux, au moment où nous vous parlons, nous avons déjà fini l'élaboration de notre projet conjoint sur l'éducation civique, sur la sensibilisation, sur le plaidoyer et sur l'observation. Donc si nous devons être rigoureux sur pied de l'article 10 de la même loi sur laquelle les gens sont en train de s'appuyer, la loi dit ceci, on peut vous la lire. Il y a 3 conditions de fond pour qu'une organisation présente la candidature. L'article 10 et 12 de la loi encerclent les conditions. L'article 10 encercle les conditions de l'organisation. L'article 12 encercle les conditions du candidat. En ce qui concerne l'organisation, voilà ce qui revient. Je ne sais pas si c'est ici. Voilà. Les confessions, c'est l'article 10, point 3. Les confessions religieuses et les organisations de la société civile concernées. Non, je commence par le point 3. 5 par société civile, dont 2 par les confessions religieuses, 2 par les organisations spécialisées en matière électorale et 1 par les organisations féminines des droits de la femme. Écoutez maintenant l'alinéa qui suit. Les confessions religieuses et les organisations de la société civile concernées sont celles ayant la personnalité juridique, première condition, une existence effective sur le terrain, deuxième condition, et une expertise et une expérience avérée en matière électorale. Ça devait clore le débat. Si l'article 12 conditionne le profil du candidat, l'article 10 conditionne le profil de l'organisation. La loi ne parle même pas de la plateforme. C'est par modestie qu'on amène la question à la plateforme. On l'aurait traité directement comme confession religieuse. L'ECC, la SENCO, parce qu'ils sont avancés, se disent, bon, trouvons un candidat, on propose. Et le Parlement ne peut pas refuser. Personne dans ces débats peut nous prouver le contraire. La loi ne parle pas de la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de confessions religieuses. Autant qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile. Est-ce qu'on demande à toute la société civile de donner le candidat? On parle de la société civile spécialisée en matière électorale.
la question de toutes les 8 confessions religieuses. Combien sont engagés sur la question des réformes? Vous nous avez vu en ligne d'attaque quand nous parlions des réformes sur la loi. Et ce n'est pas fini, nous attendons. Au moment où nous parlons, nos équipes sont en train de suivre les formations, les ateliers. On a déjà fini. Pour nous, choisir, désigner les candidats n'est pas une opportunité. Ça rentre dans une logique systémique d'accompagner la crédibilité du processus. Donc il ne faut pas qu'on en fasse... La plateforme n'est pas un lieu où les gens viennent chercher le travail. Nous ne sommes pas une sous-traitance pour recruter les meilleurs. Non. Nous sommes en train de remplir un devoir citoyen et qui est constitutionnel. Et à ce titre, il faut que nous restons légalistes. Donc c'est pour vous dire qu'on a fait beaucoup de concessions. On a été beaucoup large. Mon frère, on ne peut pas rester dans ces débats-là de tribalisme. Je peux vous dire. Parce que nous avons même proposé des noms. Eux le savent. Je ne vais pas citer les noms ici. Mais ils savent, même quand nous étions avec le président du Parlement, on lui a dit, nous sommes prêts, au nom du consensus, vous avez écrit sur ça, nous pouvons retirer nos candidats, qu'ils proposent même X personnes, qui est Louba, et ils le savent. Pourquoi ils ont refusé? Est-ce que les Louba n'ont qu'un seul candidat, s'il faut parler de tribalisme? C'est ça le problème. On a proposé des noms, il dit X, parmi nous, nous avions un bien-aimé bien, moi je peux le citer, c'est un frère à moi. Bon, vous m'interdisez. Je comprends. Qualifié. Nous avions dit en son temps, pourquoi vous ne proposez pas telle personne? Mais après, on l'a vu disparaître de la plateforme. Allez-y vous-même comprendre. Donc, il ne faut pas qu'on déplace les débats. Une église qui a des évêques, des messeigneurs, Louba, quelle est la confession religieuse mieux implantée dans les Kassai comme les CC-la-Senko? C'est pas ici, c'est pas nous qu'on peut mener ces débats. L'histoire là, des fois, parce que je vais chuter par là. Monsieur l'abbé l'a dit. Allez poser la question à nos amis musulmans. Qu'est-ce qui s'est passé au premier tour quand on a cité les noms de notre compatriote? On n'a jamais refusé. Ils se sont contredits entre eux-mêmes. Donc, je crois que nous avons la bonne volonté. Et jusque-là, je crois que le présidium l'a dit. On n'a pas bloqué la machine pour chercher un quelconque glissement. On a fait ce qu'on a pu faire pour essayer de faire avancer. Donc la plateforme, la présidence reste ouverte à toutes les discussions parce que ce n'est pas à nous de décider la fin ou la prolongation des discussions. Il reviendra. C'est une question de souveraineté. Je pense que le temps... Révérend, est-ce que vous savez vous pouvez être rattrapé par la politique? Non. Bon, le modérateur, c'est lui qui a pouvoir. Je ne sais pas parler s'il me l'autorise. Pardon? Révérend, reste là-bas. Oui. C'est Gaston Bourgeois, comité de télévision. Alors, de Rossard, on a délicatement des problèmes. On n'a pas toujours les présidents de la CENI. Il n'y a pas de crainte pour les élections en 2023. Est-ce que vous pensez que nous aurons vraiment des élections en 2023? Je pense que la question était claire, pas seulement nous. Il ne faut pas faire de la question électorale une affaire de confession religieuse. C'est une question qui relève de la souveraineté nationale. Je pense qu'à ce niveau, nous nous sommes déjà prononcés pour dire nous voulons tous les élections en 2023. Deux, nous ne sommes pas prêts pour le glissement et nous ne l'encourageons pas non plus. C'est pourquoi nous restons ouverts aux discussions. Nous sommes en train de donner le point de vue, pas pour faire polémique, mais vous nous avez reproché d'avoir moins communiqué. Il revenait à notre responsabilité de communiquer. Je crois qu'on va s'arrêter. Merci vraiment. Donc, je suis désolé. On est vraiment à l'état important. On par la prière. Pardon? Monsieur l'abbé, oui, non, là, on a un mot de la fin. Voilà, j'ai un message à donner à mes frères kassaïens. J'aimerais que ça leur parvienne. Qu'ils ne se laissent pas manipuler par un regroupement de gens qui ont d'autres intérêts que l'intérêt à eux de la population kassaïenne. Je les rassure ici que la Senko n'a rien contre les Kassaïens. La Senko n'a rien contre la tribu Louba. La Senko dénonce l'astre de façon générale, dans le message des évêques, il parle de tribalisme de façon générale, mais la Senko n'a jamais été contre une tribu. Ce qui a été rapporté la fois passée
au moment où on traitait des candidatures autour de Malonda, qu'on a mis de côté des candidats kassaïens, c'est un gros mensonge orchestré. La vérité est que personne de ces confessions religieuses-là n'assumait une seule de ces candidatures. Au niveau du secrétariat technique, tout en sachant que c'était de Louba, nous l'avons amené ces candidatures-là. Donc ces 3 candidatures étaient parmi les 6 candidatures, on savait qu'ils étaient kassaïens. Bon, maintenant, on a traité l'aspect technique, compétence, ok. Maintenant, pour passer à la personnalité, parce qu'on était arrivé à la situation où, bon, mettons de côté la candidature de Malonda, recourant à d'autres candidatures. Personne ne voulait les assumer. Et les mêmes qui n'ont pas voulu assumer disent qu'on les a... Allez-y comprendre quelque chose. Est-ce qu'on est encore des religieux? Donc, mes frères kassaïens ne se laissent pas manipuler. Moi, j'ai beaucoup d'amis, mes amis, beaucoup d'amis kassaïens, on continue à être amis. Et puis, bon, la Senko, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre. Ce ne sont pas des évêques à ce niveau-là. On a accusé le cardinal de tous les maux. Le chancelier du cardinal, son homme de confiance, l'abbé Georges Gilles, c'est un kassaïen. C'est lui qui est, je peux considérer comme son ministre de justice, des affaires justices, l'abbé Louanga, c'est un kassaïen. C'est que vous avez lu dans les réseaux que son cabinet est rempli de... Je ne connais pas un équateur dans son cabinet. Donc il ne faut pas vous laisser... Il y a une intoxication, une machine d'intoxication dans les réseaux sociaux qu'il ne faut pas suivre, s'il vous plaît. L'Église est catholique. Catholique, universelle, catholique. Et dans cette catholicité, il y a aussi les kassaïens. C'est comme ça que nous avons tous été très peinés par rapport à ce qui se passe en Bujimaï depuis quelque temps. Donc retenez ça bien. Vous êtes manipulés par les gens qui ne voient que leurs intérêts et pas les vôtres. Retenez ça bien. Merci. Nakosenga na bandeko yangai ya Kasai, en particulier Balumba balandanga malamu. Naza kolanda na réseau makambo mingi baza koloba te, Senko alingi baloba te. Makambo wana ebandaki na lokuta ya Mbaleleki ntango tozalaki kotala bakandidature na niveau ya secrétariat technique toyaki na bakandida motoba. Na kati ya bakandida motoba wana ezalaki ya bakasaya misato. Denis Kadima azalaki na kati, Sylvain Lungo na Jérôme Mbosso. Sikoyo tango c'est na Senko en tout cas candidature ya Malonda moyele kanate. Alors todi me bakandidature mususu ezali. Batu bayebi bango, bina batu bayebi bango baloba. Ata moko te na kati na bango donc bawangani bango. Alors cardinal alobi me boni tokoki boyebi bango te me dossier wana comité ya ndenge nini. Boni tokoki ko statuer sur mbatu oyo ata moko na muntu chef wa confession moko za ko assumer bango te. Vérité wana ekomi na sima balobio batie na pembeni mpo baza bakase. Nzamba za komona ya mwana traité cardinal na tribaliste lokuta na koyebisa bino lelo chancelier na ye donc muntu aza lokola dirkab na ye donc ayebi ba secret na ye azali kassaïen muntu azali chargé affaires juridiques na archidiocèse ya Kinshasa azali kassaïen matanga tina ba réseau que cabinet ya président etondi na bato Équateur na yebi ata moko te c'est bazali na yebi bango te c'est possible bazala pe. Donc bako sabino te bato o bazali ko manipuler bino mpona ba intérêt na bango moko mais ezali pona bolamu ya Kasai te. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci, chers conférenciers. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs de la presse. Vraiment, nous vous remercions pour tout le travail. Pendant que vous avez éclairé notre population, nous allons terminer par notre prière. Notre Père, édifice du Saint-Esprit, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était écrit pour les siècles des siècles. Amen. Bon après-midi à tous. Ezalaki bongo ya binomi Thérèse en direct de la Senko, Africa Cool, toujours au cœur de l'actualité. Évitez ce tourment là. Voilà, je vais essayer.
Africa Cool, toujours au cœur de l'actualité. Tout ça qui n'a bino en direct, il y a siège, il y a 5 ans et pas wapi. To linga qui te fait revivre bino en live, oyo eza mise au point, il y a les deux confessions religieuses au Baza accusées. Voilà, parmi les 8, ils ont qui bon ECC na 5. Les deux confessions religieuses au Baza accusées, il y a qu'au freiner processus, il y a kopona moto, il faut akamba bongo, seni, bolandi mise au point na bango, bolandi ba raison na bango ba pesi. En tout cas, ils ont qui pensa trop clair. Nous espérons que même ba débat na biso na ba télé, même na ba émission na biso, ba débat évoluer. Nous espérons que le débat évoluer et puis les choses pourront bien changer. Mais obsoto kosenga kakaboza batata molimo bosangana. Obsoto kosenga bango zaka basangana babimisela biso candidat moko oyo akozala na ba discrimination te oyo pe peuple nyonso bakozala d'accord pour que ba diriger ba élection il y a 2023. Voilà. Restez connectés dans le programme Africa Cool Télévision. Bon, continuez à aimer et à partager ma vidéo. À tout à l'heure. Tozo qui masiko mbangu n'a parlé du peuple parce que plénière il faut mokolo ya lelo ba adopter ba PV oyo les 6 autres confessions religieuses ba kenda ki bongo ko déposer to éviter e ko suka ndenge nini parce que bango awa balobi eza PV wana eza disons eza légalité to bengango bongo parce que bato oyo faut ba engager ba confession religieuse eza kaka 5 na ECC. Donc ba communiquer na bango final bato ba signaka yango eza 5 na ECC. Restez connectés na ba programme ya Africa Cool Télévision. Continuez à aimer et partager ma vidéo na biso. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Bye 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 bye.